Téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cette édition de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés, des invités avec lesquels nous allons dans quelques instants commenter ces principales unes parues ce matin. Et démarrons avec la Nouvelle Expression ce matin qui barre sa grande une avec la marche du Social Democratic Front. Le journal La Nouvelle Expression qui s'y attire donc Nitieux et aussi affronte la police. Le journal qui ajoute que toute la journée d'hier, ils ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre déployées en nombre dans la ville de Douala pour finalement engager leur marche quelque part dans la ville. Le journal qui précise que ces derniers engageaient donc cette marche dans le cadre de la revendication des sanctions pour les gestionnaires de la CAN 2019 initialement attribuée par la Confédération africaine de football au Cameroun et qui par la suite avait été retirée en raison des retards observés dans les travaux. La marche qui visait donc à pousser les autorités à adopter des sanctions contre ces personnes. Une marche qui visait aussi la lutte contre l'impunité observée au lendemain du retrait au Cameroun de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le journal La Nouvelle Expression nous parle aussi ce matin de Joshua aussi, cette fois-ci en tant qu'apôtre de la paix. Le Joshua aussi, le deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football et député de la nation qui a mené la médiation au sein de deux équipes mythiques, à savoir le Tonnerre Kara Club de Yaoundé et le Canon de Yaoundé, des clubs qui étaient en crise depuis plusieurs mois déjà. Joshua aussi qui a pu obtenir la réconciliation entre les différents camps engagés dans ces combats, donc dans ces clubs mythiques. Les différentes parties donc qui sont engagées au prorata de part et d'autre des clubs qui vont prendre part au championnat qui sera lancé en principe samedi 26 janvier prochain. Dans La Nouvelle Expression aussi à lire ce matin, cet article sur le port de Kribi et ces 56 individus qui sont devant la barre. Ils sont accusés de coaction, de détournement de près de 700 millions de francs CFA et de tentative de détournement d'une dizaine de milliards de francs CFA. Le procès de ces derniers qui a été ouvert et le journal propose donc dans ses colonnes le récit de ce début de procès. La maladie d'Alzheimer, une pathologie mal connue alors qu'elle s'impose progressivement au Cameroun. La maladie d'Alzheimer reste ignorée par une frange de la population. Et puis cet accident de la circulation, 23 morts à Touboro. Nous sommes dans l'Adamawa. La catastrophe s'est produite entre un camion semi-remorque et un autobus d'une agence de voyage très populaire. 23 morts sur le macadam et plusieurs blessés. Une véritable hécatombe de ce côté-là suite à cette collision. Le journal Le Messager s'intéresse ce matin à la crise anglophone. La Cameroun Development Corporation qui est au bord de l'asphyxie, victime des attaques répétées des milices sécessionnistes avec incidence grave sur la production. La société, premier employeur du Cameroun, est en train de subir les contre-coups d'une crise sociopolitique qui a pris les allures d'une guerre civile. Quelques chiffres qui sont présentés dans ce journal. La CDC qui a besoin de près de 15 milliards de francs CFA pour replanter les plants détruits, payer les factures des fournisseurs, amortir la dette sociale. On parle aussi d'une perte évaluée à près de 1031 milliards de francs CFA depuis le début de la crise anglophone. Plusieurs personnels tués par les sécessionnistes dans les différentes plantations, des plantations aujourd'hui à l'abandon. Voilà donc le bilan de la Cameroun Development Corporation au bord de l'asphyxie et promise à une mort programmée par les sécessionnistes dans la partie sud-ouest du Cameroun. Le journal Le Messager qui nous parle aussi de la marche du Social Democratic Front à Douala et la police qui encercle Nitieux aussi. Les manifestants ont été stoppés par les forces de l'ordre à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Information à lire à la page 4. Le Jour ce matin s'intéresse donc à cet accident survenu dans l'Adamawa. 23 morts dans un accident. Un camion et un bus de transport sont rentrés en collision hier en Ngaoundéré, entre Ngaoundéré et Touboro. 23 morts sur le carreau. On parle de plusieurs dizaines de blessés enregistrés suite à cette collision entre ces deux véhicules dans la partie Adamawa du Cameroun. Douala, Jean-Michel Nitieux qui défie la police
justice. Le journal en parle relativement donc à cette marche interdite pourtant par 3 sous-préfets, à Douala 1er, Douala 3e et Douala 5e. Pourtant la marche s'est tenue, même si elle s'est tenue pour quelques minutes. Joshua aussi et l'honorable Jean-Michel Nitieux interpellé par la police, assigné à résidence surveillée, puis une résidence surveillée qui n'aura duré que le temps de quelques heures. Le quotidien Émergence ce matin s'intéresse au plan de verrouillage des législatives et des municipales. Les formations politiques d'opposition qui répondent à Paul Atangandi, malgré la mise en garde récemment proférée par le MINAT à leur endroit sur les tentatives de troubles à l'ordre public, elles compte ne pas se laisser marcher sur les pieds par la tutelle. La région de l'Est et des réfugiés centrafricains transformés illégalement en Camerounais à lire dans ces colonnes, et la marche du SDF, tout aussi Jean-Michel Nitieux et Joshua aussi, qui ont été interpellés puis relaxés par la suite. Mutation propose en grande une interview ce matin. Mutation qui donne la parole au ministre délégué auprès du ministre d'État, garde des Sceaux, le ministre donc Jean de Dieu Momo. Être ministre selon Momo, le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice, raconte ses premiers jours de travail au gouvernement. Il décrit les rapports qu'il entretient avec le garde des Sceaux, Laurent Esso, à lire donc à la page 9 du journal Mutation ce matin, qui parle aussi de cet accident sur l'axe Ngaoundéré-Touboro, un accident qui a fait plus de 20 morts. Le quotidien de l'économie parle de planification en grande une et le gouvernement qui prépare la phase 2 du document de stratégie pour la croissance et l'emploi entre 2010 et 2018, durée de la phase 1 du document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE. La pauvreté a reculé de 3%, là où on espérait un recul de 10%. Le taux de croissance moyen est de 4,5% au lieu de 5,5% sur la décennie écoulée. Les éclairages proposés ce matin par le quotidien de l'économie, c'est éclairage de Paul Tasson, le ministre chargé, le ministre délégué auprès du MINEPAT. Le journal, l'on poursuit avec le journal, le quotidien gouvernemental, voilà, qui nous parle de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, du concret pour les déplacés. Plus de 60 000 personnes déjà prises en charge dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les villes de Bamenda et Bouya, tandis que la solidarité familiale y va de sa contribution dans d'autres villes comme Yaoundé et Douala. Les bénéficiaires soulagés. Le journal Cameroun Tribune propose ce matin donc un zoom focus sur cette aide humanitaire. Info Matin s'intéresse au Social Democratic Front et parle d'opportunisme avec le Social Democratic Front qui prépare les législatives et les municipales sur la CAN 2019. Le retrait ou le glissement de l'organisation de la compétition au Cameroun est un bon prétexte pour le parti de Ni John Frondi pour se relancer auprès de l'opinion, pense donc le journal Info Matin dans ses colonnes. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver nos invités sur ce plateau. Caminele, bonjour. Éric Martial Djomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour à l'inusable Guy Hervé Fongan qui nous a promis que cette année, il va se remettre à l'écriture. Voilà, on attend. Guy Hervé, combien de pages ou de lignes déjà? Bonjour. Bonjour Périzet, Éric Martial Djomo, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder cette revue. Puisque je suis pris de court, il faut dire que je suis auteur d'un ouvrage intitulé Les entreprises parapubliques et privées et camerounaises à l'épreuve du marketing social. Donc c'est traduit en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, par mon éditeur et je me suis promis de me remettre à l'écriture cette année, de produire un autre ouvrage qui cette fois traitera des questions d'éthique et de déontologie dans la pratique des métiers de la communication. Voilà, qui est bien dit. Alors, messieurs, on parle de cette marche qui a cristallisé toutes les attentions hier dans la ville de Douala. La marche initiée par l'honorable Nitieux, une marche à laquelle prenait part un autre honorable, le député et candidat à l'élection présidentielle, Joshua aussi. La Nouvelle Expression nous dit par exemple ce matin que ces deux personnalités ont affronté la police. Camille. Je dirais plutôt que ces deux personnalités ont affronté l'interdiction. Elles ont affronté l'interdiction. Elles savaient très bien, avant même que
que l'arrêté du préfet ne sorte. Elles savaient très bien que cette marche ne serait pas autorisée, mais elles ont tout fait pour aboutir à leur objectif ultime. Leur objectif, c'est de démontrer qu'il reste encore des Camerounais qui ne se sont pas résignés à cette seule explication du glissement de date, et qu'il faudrait bien que les gens comprennent que beaucoup de Camerounais, et ce sera attendu que le chef de l'État, justement, mette la main, mette les responsables de toute la gabegie enregistrée dans la réalisation des travaux, mettre la main sur eux et fasse que ces personnes rendent compte et rendent gorge. Malheureusement, comme beaucoup de Camerounais, M. Nietzsche et M. aussi et le SDF ont estimé que non, on ne pouvait pas se taire, on ne peut pas laisser passer une telle chose, cette pilule est trop grosse, et que si les Camerounais n'ont pas réagi face à l'explication du chef de l'État sur le glissement, tout le monde sait très bien, et ça a fait la une des journaux et des réseaux sociaux pendant plusieurs mois, que ce n'est pas une question de glissement de date, c'est plutôt une question de glissement sémantique. Donc je pense que Jean-Michel Nietzsche, qui est un député téméraire, qui à plusieurs reprises a démontré au Camerounais qu'en fait, il est à la première ligne des revendications, d'un certain nombre de revendications. On a vu par exemple des clashs qu'il a organisés à l'Assemblée nationale en insistant sur la nécessité de mettre le débat de la crise anglophone au sein du Parlement. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi des faits, mais les gens ont compris qu'il fallait cela. Et moi, je pense que, à mon avis, cette marche hier était absolument nécessaire, même si l'administration s'attendait, avait peur, appréhendait peut-être des débordements comme ça s'est passé en 2008, parce que vous savez, on sait comment commence une marche, on ne sait jamais comment elle finit. Parce que si je vous dis comment la marche de Bamenda de mai 90 a commencé et s'est terminée sans aucun incident, comment elle est éclatée, vous comprendrez qu'une marche peut bien se dérouler, mais seulement à la fin, se terminer en eau de boudin. Donc moi, je pense que les autorités administratives ont pris une décision sage d'empêcher cette marche. Et d'ailleurs, je l'avais dit ici jeudi dernier, que cette marche ne sera pas autorisée. Mais M. Nietzsche, armé de son courage, armé de sa foi, en son combat, parce que là, moi, je pense que c'est un combat. Il faut absolument son combat. C'est quoi? C'est que les Camerounais se révoltent contre ce qui leur a été injustement retiré. Surtout, que le chef de l'État donne des instructions pour que les responsables soient punis. On parle de malgouvernance, on parle de détournement de fonds publics. Cette marche, pour vous, Guy Hervé Fongan, a-t-elle véritablement permis, d'une façon ou d'une autre, de passer le message que voulait faire passer justement l'honorable Jean-Michel Nietzsche? Je vais dire oui, parce que je me suis amusé depuis hier à observer tout le récit médiatique qu'il y a eu après cette marche. L'essentiel des analyses gravitaient autour du nombre de personnes qui marchaient avec l'honorable Nietzsche, et j'ai envie de dire, et même parfois pas les professionnels les plus aguerris. Et j'étais très amusé, et je l'ai observé hier, et j'ai envie de leur dire que tant qu'ils n'ont pas intégré l'objectif de la démarche, ils ne peuvent pas dire que c'était une catastrophe, un échec. Parce que la vérité, ce que le SDF a fait hier s'inscrit dans ce que Lucien Sfez appelle la symbolique politique. Parce que tout est question de symbole. Et je pense que il aurait pu être seul, il aurait pu être deux, mais l'idée c'est dans le symbole, le message qu'il voulait faire passer aux autorités. Et à partir de ce moment-là, quand on va plus loin dans l'analyse et qu'on regarde les comptes rendus presse depuis ce matin, alors on voit bien que le SDF est quasiment occupe toutes les unes. Donc ceux qui estimaient que c'était pour chasser bien n'ont rien compris en fait. C'était pas ça l'enjeu. L'enjeu n'était pas de faire partie le président bien, mais je vois bien qu'aujourd'hui, de tous les journaux, pour la plupart, ont titré sur le SDF. Alors, j'en ai dit qu'objectif atteint. Quelque part, c'était c'est ce qu'il recherchait, et ça s'inscrit dans ce que les théoriciens de la com politique appellent la symbolique politique. Et là, il marque un coup qui est plutôt, à mon sens, bien joué et intéressant, et va réussir un bon moment à contrôler l'agenda set-in, et c'est pas plus mal, parce que le MRC commençait à damer le pion de manière récurrente aux autres partis, et on voit bien que
le SDF commence à sortir de sa torpeur justement, et à occuper l'espace. Dans cette logique, Info Matin parle d'opportunisme et du SDF qui peut parler législatives et les municipales sur cette CAN 2019. Oui, bon, maintenant je viens croire que quand le SDF fera sa prochaine sortie, encore, le Info Matin va titrer sur un autre événement. Les partis politiques fonctionnent comme ça et se nourrissent de ce type d'événements pour exister. C'est exactement comme quand vous courtisez une femme. Si vous l'avez souvent approchée quand elle avait des difficultés et des problèmes, demain, si vous revenez lui dire que vous avez envie d'elle, au moins elle se souvient que hier vous avez vu que quand elle avait des problèmes. Et c'est exactement dans cette démarche que s'inscrit la démarche le parti pris du SDF. Mais par contre, ce que je peux regretter, c'est peut-être commencer par rappeler que contrairement à ce qui a été dit, Nietzsche et Josh, soit Oshi, n'ont pas été enlevés dans une station inconnue. Donc chacun rentrait chez lui, du moins chacun a dormi. Conduit chez lui. Donc chacun a dormi chez lui hier. Donc oui. il faut le dire, et c'est l'occasion pour moi de saluer le professionnalisme avec lequel j'ai vu les agents du GMI travailler hier, parce que quand l'événement se j'étais exactement au niveau de la salle ancien PMU quoi, et le cercueil que Nietzsche transportait nous a retrouvés là-bas, donc dans une pick-up du GMI, et c'était plutôt une ambiance sympa et on s'est mis à rigoler. Et j'espère que ça va durer longtemps, ce type de manifestation, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens qu'on est, d'après la loi de 90 sur les libertés, on est dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Voilà. Et alors, on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer en même temps. Alors, sur cette une de Info Matin, opportunisme ou pas selon vous? Je pense que c'est une inutilement provocatrice. Inutilement provocatrice parce que dans 15-20 ans, quand les chroniqueurs reviendront justement sur la débâcle de l'organisation de cette coupe, il y en a beaucoup qui vont se poser des questions, ils vont se demander si les Camerounais n'avaient pas été hypnotisés ou s'ils n'étaient pas tous, été soumis à une sorte d'apathie. Parce que vous savez très bien que pendant plusieurs mois ici, toute la presse, je dis toute option confondue, a publié et des chiffres, et des correspondances, et des modalités, et même ce qui se passait sur ces chantiers de la CAN. On a vu venir... La presse a été alarmiste pendant plusieurs mois. Elle a été au front. Elle a été pugnace. Elle n'a rien laissé passer. Elle était en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'à cette allure-là, ça ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs ce qui avait poussé le chef de l'État à dire à un moment que les chantiers seront livrés à date. Le jour dit, malheureusement, après ça, j'avais même dit ici, sur ce plateau, qu'il ne faudrait pas que ces gens qui sont sur le plateau fassent mentir le chef de l'État. Malheureusement, ils avaient fait mentir le chef de l'État. Les chantiers ne vont pas être livrés le jour dit. Mais malheureusement, mais seulement pour ce qui concerne cette démarche de Jean-Michel Nietzsche, qui, je l'ai toujours dit, a définitivement pris le faciès d'un insoumis. C'est quelqu'un qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas se taire, qui refuse de se taire devant les scandales, et qui a été l'une des premières personnes au moment où M. Nietzsche demandait une enquête parlementaire. Vous savez, est-ce que vous pensez que c'est dans le cadre d'une opération politique? De l'opportunisme? Ce n'est pas de l'opportunisme, mais moi je pense qu'il faut absolument que les Camerounais comprennent pourquoi. Les responsables, parce qu'il y a des responsabilités, et ces responsabilités doivent être établies. On sait très bien que ce n'est pas un glissement. Et le mot glissement, d'ailleurs, vous le savez très bien, il est entré dans le melting pot des boutades ici au Cameroun quand vous voulez faire rire quelqu'un. Mais malheureusement, M. Nietzsche, en le faisant, je ne pense pas qu'il pensait déjà aux législatives, je ne sais pas s'il pensait au NRC. Moi, je pense qu'il a son opinion, il a sa façon de fonctionner, qui est... c'est un écorché vif, c'est un révolté qui n'accepte pas de laisser passer certaines choses trop grosses. Voilà. Donc moi, je pense que c'est une action qu'il a mûrement menée et dans laquelle il dit aux Camerounais de comprendre que non seulement les responsables de cet échec doivent être sanctionnés, mais que le chef de l'État ne laisse pas passer ça comme ça. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi et ça n'a rien de politique. Voilà, ça n'a rien d'opportuniste. Oui, je veux dire que non, tout est question de stratégie. Donc dire que ça ne s'inscrit pas dans la dynamique des municipales et législatives, je veux dire que c'est un peu une lecture naïve de la scène politique.
si tel est le cas, c'est tout à fait normal. Il faut occuper l'espace le maximum possible. Mais par contre, il faut dire que moi, ce qui, dans cette actualité que je suivais un peu de près, il ne vous a pas échappé que c'est la toute première sortie du SDF depuis l'élection présidentielle. Et donc, en réalité, c'était une sorte de test de popularité parce que tout l'ensemble du récit médiatique semble dire que le SDF a vraiment perdu le poids de la bête. Et donc, j'aurais été une autorité compétente, que j'aurais mis le SDF en face de ses responsabilités, encadrer la marche. Parce que maintenant, l'argument qui va être brandi par le SDF en face, c'est que les forces de maintien de l'ordre les ont empêchés de mobiliser la foule. Alors, on aurait pu, de manière aussi vicieuse, encadrer cette marche et on aurait au finish apprécié quel est le vrai degré la capacité de mobilisation, la capacité de mobilisation du SDF et son degré de popularité. Mais maintenant, tel que c'est parti en vrille, le SDF légitimement pourra estimer que c'est parce qu'il y a... On aurait pu faire mieux. On aurait laissé encadrer, on aurait bien vu quelle est sa vraie valeur en termes de popularité. Voilà. Évoquons un autre sujet, et on parle de la une du journal Le Messager ce matin, qui parle de ce deuxième plus grand employeur après l'État du Cameroun. Il s'agit de la Cameroun Development Corporation, qui est au bord de l'asphyxie en raison de la crise anglophone. Ça peut se comprendre. On a évoqué les chiffres, des pertes évaluées à plus de 1000 milliards de francs CFA, des besoins estimés aujourd'hui à près de 15 milliards pour essayer de relancer quelques plantations. La situation est véritablement alarmante, Camille Nélé. Moi, je pense que le titre du Messager est en dessous de la réalité. La CDC n'est pas au bord de l'asphyxie. La CDC est asphyxiée. La CDC n'est pas au bord de l'agonie, comme c'est écrit à l'intérieur. La CDC, elle est en train d'agoniser. Et elle agonise devant tout le monde depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et moi, je pense que cette situation, dans cette situation, je pense que le ministère de la Défense a un peu une petite responsabilité parce que, sachant très bien que c'est le plus gros employeur de cette région du Sud-Ouest et que... non, du Cameroun. Du Cameroun. Et même du Cameroun. C'est le premier gros employeur de ce côté-là. Moi, je pense que des mesures spéciales auraient dû être prises pour encadrer, non seulement pour essayer de protéger cette entreprise, mais surtout de la sécuriser. On a peut-être mis un dispositif de circonstance. Mais moi, je pense que face aux premiers escarmouches contre la CDC, il aurait fallu prendre des mesures assez draconiennes, assez dures et mettre un dispositif réellement défensif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisqu'on voit aujourd'hui non seulement les plantations qui sont saccagées, on voit aujourd'hui le journal nous parle de plantations abandonnées, de bananes, et abandonnées. De bananes, par exemple, dans les bananeraies qui sont abandonnées, de thé abandonné, de palmeraies abandonnées, de champs d'EVA abandonnés. Mais plus grave, le personnel lui-même est attaqué jusque dans les installations de la CDC. Un personnel réduit aujourd'hui à sa portion. Non seulement à sa portion, mais seulement en pleine terreur. Oui. Puisque la dernière ignominie de ces bandes armées, c'est d'être entré dans le camp et de couper les doigts des employés. Imaginez ce que cela veut dire. Moi, je pense que face à cette situation, on devrait prendre des dispositions absolument spéciales, ce qui n'est pas fait. Et moi, je pense que c'est carrément incompréhensible. Voilà, la crise anglophone et la CDC, grosse victime de cette crise. J'ai connu le Messager plus sérieux. Et je ne savais pas que le Messager utilisait les euphémismes dans le titre. Je suis surpris de constater aujourd'hui que le Messager excelle dans des euphémismes parce que dire que la CDC au bord de l'asphyxie, c'est une contre-vérité. La CDC est totalement agonisante. Parce que si vous avez le plus gros employeur du Cameroun après l'État, il faut quand même rappeler que la CDC, c'est quand même 2 milliards de masse salariale. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, avec cette crise anglophone, vous avez 70% du personnel qui est au chômage. Et c'est extrêmement grave. La CDC vient d'être retirer des importateurs, la liste des importateurs de bananes. Et donc ça me semble assez gravissime. Et il faut à peu près 15 milliards de francs pour relancer la CDC. On ne peut pas, avec un tableau aussi apocalyptique, estimer que c'est bord d'asphyxie. Non, la CDC est totalement agonisante. Et malheureusement, c'est ce qui arrive
qu'on est dans un État qui a démissionné, dans un État démissionnaire qui a refusé, parce que nous savons tous qu'après après l'État, c'est le plus gros employeur, la CDC. Donc le minimum qu'on aurait pu faire, c'est de prendre des mesures spéciales pour sécuriser cette zone et protéger les travailleurs qui y sont. Vous avez des gens qui vivent... Quel type de mesures renforcer les hectares et des hectares. Oui, renforcer le dispositif sécuritaire, etc. Je crois que si l'État veut, il peut. La CDC, c'est dans le territoire camerounais. Si vous essayez de me dire que une entreprise qui est basée au Cameroun ne peut pas être sécurisée par l'État, ça dit qu'il y a un problème. La CDC n'est pas hors du Cameroun. Et quelle entreprise? Et quelle entreprise? Le plus grand taux d'exportation de bananes. De bananes. Même c'est 100 000 hectares. Du moment où c'est au Cameroun, l'État qui a le monopole de la force physique légitime devrait pouvoir être capable de protéger cette entreprise-là. Et on ne mesure pas la gravité de la situation. Parce que ce qui arrive à la CDC, forcément, va se répercuter dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, moi je connais une entreprise qui aussi emploie pas mal de personnes, environ 2000 personnes, qui est par exemple Congelcam, qui a fermé beaucoup les autres entreprises dans cette zone-là où les gens, je connais plein de jeunes qui sont au chômage, qui sont au quartier aujourd'hui. Les succursales fermées depuis plus d'un an. En raison de la crise anglophone. C'est que les dégâts collatéraux sont importants et énormes. Il faut bien que... Forcément, je pense que quelques journaux, quelques quotidiens ont d'ailleurs à plusieurs reprises dressé le bilan économique en termes de pertes dû à cette crise anglophone. C'est véritablement désastreux. Alors, pendant que le journal Le Messager parle de cette asphyxie de la CDC, Cameroun Tribune nous fait savoir que voilà, on est passé du concret pour les déplacer relativement à la situation au nord-est et au sud-est, avec la mise en branle de cette opération d'urgence humanitaire, mise en place de ce plan d'urgence humanitaire mis en place par le chef de l'État, du concret donc pour ces déplacés de la même situation mais deux tableaux différents, dit Hervé. Je ne sais pas ce que Cameroun Tribune appelle du concret. Jusqu'ici, je suis encore sur ma faim parce que je n'ai aucune lisibilité, aucune traçabilité sur les retombées du fameux plan d'assistance qui avait été initié par le chef de l'État. Je n'ai pas l'impression que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Donc quand on parle de concret, c'est exactement de quoi on parle. Cette rentrée-ci, je m'attendais à ce que, de manière sereine, les enfants aillent à l'école, par exemple, sans souci. Mais jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont revenus du sud-ouest il y a 2 ans, ou alors du nord-ouest, ne sont plus jamais repartis. Ça veut dire que la sérénité n'y est toujours pas. Donc, quand on balance comme ça dans l'espace public ce type de fumisterie, ce n'est pas de nature à rassurer. On parle de près, le journal Cameroun Tribune nous dit près de 60 000 personnes déplacées dans le cadre de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest sont déjà prises en charge. Oui, mais sauf que si ils sont pris en charge où le véritable enjeu pour nous était de pacifier la zone et de permettre aux gens qui vivent de pouvoir y retourner sereinement. Tant qu'on va commencer à faire ce type de saupoudrage, on ne règle pas le problème de fond. Voilà. Camille? Vous savez, pardon. Vous savez, Eric Martial Djomo, que Cameroun Tribune ne parle jamais des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Cameroun Tribune est beaucoup plus à l'aise pour parler des trains qui arrivent à l'heure et se soucie peu de ceux qui ont été l'objet de déraillements. Ils ont réinventé le journalisme alors. Ils ont réinventé. Non, disons qu'ils ont. L'écriture journalistique. Ils n'ont pas réinventé, c'est-à-dire qu'ils ont choisi un angle qui n'est pas condamnable. Non, parce que dans les on a évité de penser que le train qui n'est pas arrivé à l'heure, c'est ça l'information. Ou alors le chien qui a mordu un homme, c'est ça l'information. Non, l'information, c'est l'homme qui a mordu le chien. L'homme qui a mordu le chien. C'est ça l'information, et non le contraire. Non, merci messieurs de refaire les cours. Ce que je voulais dire, Cameroun Tribune préfère l'information de l'homme qui a caressé le chien et plutôt il ne parlera pas de l'homme qui a mordu le chien. Non, ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est vrai
que le plan d'assistance d'urgence, et on parle bien d'urgence, c'est-à-dire que c'était des mesures d'urgence à prendre, c'est-à-dire que pour essayer de soulager sur le coup des familles déplacées, des familles en détresse et tout, on a vu, c'est vrai, donc on a d'abord vu... Mais avec un objectif à terme, tel que l'évoquait Guy Hervé tout à l'heure. Oui, l'objectif fondamental même, c'était d'abord la pacification en réalité. Mais cette pacification, on ne pouvait pas attendre la pacification et laisser tomber les gens. Il fallait aussi commencer à les aider. Il fallait commencer à donner des couvertures et des matelas à ceux qui n'en avaient pas, qui avaient été obligés de fuir leur village. Il fallait donner des habits, il fallait faire quelque chose. Moi, je pense que quelque chose a été fait et continue d'être fait. Peut-être parce qu'on aura attendu, mais en fait, il faut que l'essentiel, la chose la plus importante, ce soit la pacification, qui ne sera pas facile à atteindre. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, à côté de ces ambassadeurs, de ces sécessionnistes, il y a maintenant des bandes armées qui ne font que du grand banditisme et du pillage. Et ces bandes armées seront encore plus difficiles à maîtriser que les ambassadeurs eux-mêmes. Donc moi, je pense que Camon Tribune a fait ce qu'il a fait, a reporté une ou deux cérémonies de solidarité gouvernementale à l'endroit des déplacés, mais seulement, moi je pense que Camon Tribune devrait aller un peu plus au fond, aller faire par exemple des reportages dans les villages abandonnés, constater l'état de délabrement et l'état d'insécurité de certains villages, plutôt que de ne se limiter qu'aux gestes d'ailleurs, certainement encourageant de l'État vis-à-vis de ces personnes dans la détresse, mais seulement, il faut aller beaucoup plus loin que cela pour rassurer les Camerounais et aider les personnes en détresse à mieux assumer. Justement, à ce niveau, certains diront qu'il y a des réfugiés ou de ceux-là qui sont dans la forêt depuis des lustres, de 1 an, 2 ans pour certains d'ailleurs. En tout cas, situation bien compliquée dans ces régions anglophones du Cameroun. On va terminer avec ce fait catastrophique qui revient à la une de plusieurs journaux ce matin. Il s'agit de cet accident survenu entre Ngaoundéré et Touboro. Le journal Le Jour en fait d'ailleurs sa grande une. 23 morts dans cet accident de la circulation. Mutation en parle, la Nouvelle Expression en parle tout aussi. Une véritable hécatombe sur cet axe routier, mais qui est loin de surprendre de nombreux observateurs et surtout les spécialistes de la sécurité routière. Oui, enfin, je ne vais pas dire qu'on a connu pire. Non, je vais simplement dire que nos routes sont véritablement accidentogènes et c'est pas nouveau. Vous savez, quand vous prenez l'axe lourd, Yaoundé-Douala, où les bus, où tous les experts vous disent que les bus là peuvent s'effondrer à tout moment et qu'on attend une prochaine catastrophe pour y remédier, ça veut dire qu'on est malheureusement dans un état qui a démissionné. Pour les bus, il y a un travail qui est en train d'être fait. Oui, mais un travail qui était un éternel recommencement, où on fait du provisoirement définitif. À un moment donné, on finit et on recommence, on n'avance pas beaucoup. Non, enfin, ce qui s'est passé pour ces 23 morts dans la Damawa. Dans la Damawa, il faut dire que c'est une situation qui est regrettable, qui est dramatique. On attend simplement que les véritables raisons de cet accident et les parce qu'il y a tellement de versions qu'on a entendues depuis hier et on ne sait vraiment pas à quel sens s'ouvrir. Donc on va simplement prier toutes ces familles d'accepter, j'allais dire, notre goutte de compassion dans cet océan de douleur. Voilà, collision entre un camion semi-remorque et un autobus qui a donc causé ces 23 morts, peut-être des morts de trop sur nos axes routiers, Camille. Il faut d'abord commencer par dire que l'axe Ngaoundéré-Touboro est un axe qui est en très bon état. Moi, je connais cet axe. Malgré son étroitesse aussi. La route est étroite, mais elle est en très bon état, puisque vous savez très bien que la route que choisissent aujourd'hui les Camerounais qui vont au Tchad, c'est de passer par Touboro et franchir de l'autre côté et parce que l'autre axe, Marois, Kossiri, est complètement délabré depuis de longues années. Bon, même si aujourd'hui les chantiers ont repris de ce côté, les Camerounais ont beaucoup plus tendance à voyager du côté de Touboro. Donc c'est un axe déjà qui, sur le plan de l'État, n'est pas en mauvais état. De l'asphalte. Non, l'asphalte est bien. Moi, je connais cet axe. Je suis passé là plusieurs fois quand je me déplace vers le Tchad. Même si, comme je l'ai dit, des spécialistes estiment, un peu comme pour Douala, Yaoundé, ou
que la route reste très étroite. Mais ce sont des routes qui ont été faites, mais qui ont été faites à une autre époque où les gens ne pensaient pas que, que le trafic lui-même allait être aussi intense. Mais ce que je veux dire, c'est que cet accident est arrivé certainement à cause des causes connues. L'imprudence peut-être, l'ébriété peut-être. Bref, c'est un accident de trop. Mais si vous faites une bonne comptabilité, vous réaliserez que entre la Damora et l'extrême nord, il y a très peu d'accidents avec très peu d'hécatombes sur les routes. D'abord parce que, il faut le dire aussi, les chauffeurs de ce côté-là sont beaucoup plus scrupuleux et sont beaucoup moins désinvoltes. Mais c'est un accident qui est arrivé. C'est un accident qui est arrivé. Même si très souvent, c'est les adolescents qui sont au volant des camions. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai dit que c'est un accident. C'est un accident dramatique, c'est dramatique. Et il faut dire aussi que parmi les 23 victimes, il y a 5 nourrissons, 5 enfants. C'est vraiment désastreux, mais vous savez, c'est la fatalité. Mais moi, je dis que c'est la preuve, tout simplement, qu'il y a un travail spécial qui doit être fait, non seulement au niveau de l'amélioration de nos infrastructures routières, mais aussi du comportement. Voilà. Allez, merci Camille, merci Guy, merci à vous qui nous avez regardé, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir.